écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans ce nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes encore là, infatigables à la recherche de notre passé, plongés dedans. Et aujourd'hui, Mustafa Kadiri, que je ne vous présente plus. Mustafa, je ne te présente plus. Merci Radio Ma'arif. C'est toi qui vas me présenter. Est venu nous parler aujourd'hui de ce qui pourrait avoir l'air d'être un fait divers. C'est un sujet qu'il a proposé. Une sorte d'enlèvement, rapt, rançon. Là, on est entre le polar, le thriller et la politique, l'indépendantisme, la résistance, le brigandage. En tout cas, il y a de l'ambiance dans l'histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui. Je te laisse commencer comme tu veux. Bah, écoute, ça c'est l'histoire. Pose-nous le décor. Mais vas-y, là, il faut y aller à fond dans le récit. Hein. C'est l'histoire d'un enlèvement, d'un rapt, par des bandits entre guillemets, comme on les appelait à l'époque, de 4 personnes. Quelle année ? 1927, exactement, entre le 20 et le 22 octobre 1927. Qui sont ces 4 personnes ? Le neveu du résident général Theodor Steg, qui a remplacé Lyautey en 1925, qui était gouverneur de l'Algérie et qu'on amène au Maroc pour gérer la suite de Lyautey parce que le monstre, c'était très difficile de gérer sa suite quand on avait envoyé le maréchal Pétain comme chef des armées un petit peu coloniales au Maroc pour régler cette histoire comme il l'appelait du Rif. Et donc, une fois la guerre du Rif terminée, les festivités, et puis même pratiquement on disait que la guerre du Maroc était finie, ce qui n'est pas le cas, un grand mensonge en tout cas de la classe politique française à l'époque, et voilà que le neveu, le fils du frère du Theodor Steg, le fils de son frère, avec ses amis, son demi-frère. D'ailleurs, Steg avait une première épouse dont il avait un enfant, paraît-il, ou la femme de Steg avait par un premier mariage, avait un enfant maillé, et leurs 2 amis, une femme et sa propre fille. Et cette femme, c'est pas n'importe qui, c'est la baronne Steinheil. Et sa fille, qui s'appelait Madame Prokofiev. Donc 2 femmes. La première, la baronne Steinheil, venait d'être veuve. Son mari, il était marié à un Anglais, il venait d'être veuve en 1926, donc il est libre. Par contre, sa fille, Madame Prokofiev, était mariée, et paraît-il, il venait en catimini, il était l'amante de l'un des 2, soit de Maillet, soit de Steg, et donc ils viennent passer un séjour touristique au Maroc, et ils se font lever par les bandits, comme ils disaient dans la presse à l'époque, à côté de Bnimlal, entre Bnimlal et Darul Tzidouh, dans un lieu qui s'appelle Droua, où il y a encore une toute petite forêt, où ils étaient en chasse, à la chasse. C'était une zone de non-droit. Merci. Droit, non. Droit, c'est Droua, le Kaiwa. D'accord. C'est un petit mamelon, un petit monticule avec une petite forêt. Reprenons le casting de cette affaire. Donc, on a le neveu du régent, du résident. Il s'appelle monsieur Steg, il aussi. Voilà. Monsieur Yves Steg. Son demi-frère, si j'ose dire, Jean Maillet, ou son beau-frère, comme ils disent en France. Avec leurs 2 copines. Madame Steinheil, qui venait d'être veuve, et qui était l'amante d'un président de la République française. Il est mort dans ses bras, il s'appelle Félix Faure, 1899. Elle était son amante, elle la reçoit à l'Élysée. Et dans ses bras, il meurt comme un martyr de l'amour, parce que cette femme, je ne sais pas ce qu'il lui faisait pour qu'il puisse en mourir d'émotion à ce moment-là. Donc c'est, imaginez la grande histoire de ce président de la République qui recevait ses copines, ses maîtresses. Attention, nous sommes dans une société à l'Élysée. À l'Élysée, nous sommes dans une société catholique, quand même assez donc cette dame-là, l'Église. après avoir visité le président de la République française et participé par son enthousiasme à son décès. Ouais. C'est ça ? Il a eu des histoires, des procès, on l'a accusé au début, puis il a été, il n'y avait pas de preuves, donc finalement on annonce que le président de la République est mort d'une crise cardiaque, n'en parlons plus. Cette dame donc arrive au Maroc. Attends, d'abord aussi on trouve, il était marié à un peintre, et un jour on trouve sa propre mère et son mari assassinés.
et elle ligotée. Il a subi un procès énorme. Il s'en sort parce qu'on l'a soupçonné de les avoir tués. Mais en tout cas, C'est la même, ça. C'est la même. C'est la même. C'est la même qui arrive à Bni Mellal. Et c'est la même qui arrive à Bni Mellal en 1927 pour faire une balade avec le neveu du résident général et qui se fait enlever par les bandits dans un Maroc qu'on croyait pacifié. Le guerre du Maroc est finie avec cette histoire du Rif, comme il disait. Et nous sommes juste à côté de Bni Mellal sur la plaine. Déjà, l'armée française est arrivée à Arbala dans le Moyen Atlas en haut, à Qsiba en 1922, Arbala en 1926. Donc, a priori, déjà l'armée française était en montagne. Mais malgré ça, les incursions en plaine vont se multiplier parce que c'est pas la seule affaire. D'abord, un colon qui a été assassiné, ces 2 filles ont été enlevées juste avant. Tout de suite après, les 4 sont enlevés pour avoir une histoire d'un autre enlèvement d'un pauvre ouvrier espagnol basque en 1930. Un par un. On commence par les 4. Qui c'est qui les enlève? On ne sait pas. En tout cas, c'est des gens de la dissidence, comme il disait, de la résistance, qui étaient en montagne, juste à côté d'Orxiba, la montagne d'Orxiba, le Moyen Atlas assez escarpé, assez dur. L'armée française occupe certains postes, mais entre les 2 postes, pour eux, il n'y a pas de sécurité. Les incursions de la résistance et les petits commandos qui coupent la route aux troupes de l'armée quand ils passent, quand ils vont en mission de poste à un autre, etc. Ce qu'ils appelaient les coupeurs de route, les djicheurs. Et en tout cas, c'est des gens qui descendent de la montagne, qui font leur rapt en plaine et qui repartent. Et puis, à ce moment-là, bien sûr, Théodore Steg est un peu dans des beaux draps, si j'ose dire, parce qu'il vient remplacer Lyautey. Il est civil, il n'est pas militaire. Il est radical, ancien sénateur, chef du gouvernement. Je veux dire, il a connu une carrière politique extraordinaire, gouverneur de l'Algérie. Il arrive, on nous a dit que la guerre du Maroc est finie, et voilà que les bandits font leur affaire. Et qui, le neveu. Au début, on présente les 2 femmes comme les épouses des 2 hommes. On tait l'identité réelle des 2 femmes. Bien sûr, la presse vient jusqu'à Tadla, jusqu'à Bni Mellal pour s'enquérir sur place et on finit par trouver l'identité des personnes. C'est des couples illégitimes, en fait. Oui, et dans une société catholique française, je veux dire, à l'imaginaire, attention, c'est pas la société française d'aujourd'hui, le gros scandale. Si la dame veuve, connu par son histoire avec le président de France. Et le peintre. Et son mari de peintre, le meurtre de son mari. Elle a une histoire de fou, cette dame. Sa propre fille, mariée à... Non. Il a laissé un livre. Hein. Il a laissé un livre et puis il y a, je crois, un roman qui a été écrit sur elle, Madame S. Il y a un roman, une dame qui a essayé de reconstituer l'histoire, y compris je sens une tendresse pour le destin de cette dame dans ton sourire. Eh ben, elle est décédée dans les années 50. Il nous a laissé ses mémoires, mais il les a écrits en 1912, je crois, donc il n'a pas inclus malheureusement la suite de sa vie. Dommage. Mais cette Madame S, ce roman Madame S, j'ai oublié, c'est une historienne qui l'a écrit, j'ai oublié le nom. Il a reconstitué la vie, y compris en consultant les archives, mais pas toutes les archives. Il y a encore des archives qui ont beaucoup de choses à dire. Parce qu'on ne connaît toujours pas l'identité des ravisseurs et surtout le jeu des intermédiaires. Alors je donne 2 noms. Les intermédiaires et quelqu'un qui est derrière. Le premier intermédiaire dans cette histoire, c'est le Pacha de Bni Mellal, Boujma'a al-Msfiwi, qui était de la zone de Msfiwa, de la zone de Marrakech. Le mal nommé. Ce qui signifierait qu'il était un petit peu une sorte de main du Glaoui dans la zone de Bni Mellal. Regardez la puissance du Glaoui, il arrive même à nommer des Pachas ailleurs. Ensuite, le deuxième personnage, c'est le fils de Mohamed Saïd lui-même, qui commence à se soumettre à l'autorité des Français. Le Qaïd Ben Nasser, son frère, le Qaïd Ali. Le Qaïd Ali était déjà soumis aux Français. Le Qaïd Ben Nasser était en cours de soumission. Leur père, Mohamed Saïd, est déjà mort dans la résistance en 1926. Il est enterré dans un lieu qui s'appelle Bounoual. J'en profite pour annoncer que son cimetière va être submergé par un barrage dans les années à venir et j'espère qu'il aura quand même une seconde vie dans sa mort parce que si on laisse le cimetière sur place, on n'aura plus le tombeau de Mohamed Saïd, qui est un tombeau comme tous les tombeaux, mais il est bien identifié, puisqu'il est mort dans la résistance, comme ce fut le cas pour Mohamed Hammo. Ses propres enfants, avec la défaite face aux armées, ils vont bien sûr finir par se soumettre et continuer à diriger la tribu sous le protectorat. Donc c'est le Qaïd Ben Nasser qui joue également les intermédiaires, puisque c'est des gens qu'ils connaissaient, ils étaient avec eux en résistance. Et donc ils connaissaient les réseaux des uns et des autres. Et ils demandent quoi pour les libérer? La rançon. Shahal. Oh, des chiffres colossaux. Alors j'ai dit au début qu'il y avait ces 2 filles d'un colon
côté Khnifra qui a été assassiné, les 2 filles ont été kidnappées. Suivi des 4 personnages, j'ai les chiffres, 1 100 000 francs pour les 2 filles, 2 200 000 francs pour les 4 personnages. Ça fait le même tarif. 3 100 000 francs de l'époque, payés en rial hassani, la monnaie qui existait avant le protectorat au Maroc. Donc il y a un vrai tarif, là, il y a une cohérence. Là, si oui, bien sûr, ça s'est négocié. Peut-être quand les gens ont senti la valeur et l'importance de ces personnages, ils ont... Mais qui paye? C'est un grand débat à l'Assemblée nationale. Ça a eu lieu. Et le ministre des Affaires étrangères a été obligé de s'expliquer. On va les payer sur le budget du Marsen, comme on disait, c'est le budget marocain qui veut payer. On ne demande pas aux gens de rembourser ce qu'on a payé pour eux, puisque ça s'est prélevé sur le budget du Marsen. C'est-à-dire le budget marocain collecté sur les impôts des Marocains. C'est pas la France qui paye, c'est pas les concernés, c'est pas leur famille. Finalement, en fouillant, j'ai trouvé que ça a été prélevé sur le budget du Marsen, comme il disait, c'est-à-dire le budget du protectorat. Et ils vont être libérés. Et ils vont être libérés sains et saufs. En bonne santé. En bonne santé, un peu amaigris, mais ça va. On a des photos de leur libération. Les flashs des journalistes étaient là. Je veux dire, on en a parlé. Bien sûr, on a essayé de cacher les femmes, mais finalement, on les a photographiés quand même. C'est un petit scandale de mœurs derrière tout ça. Il y a énormément de scandales. D'abord, le résident général n'assure même pas la sécurité de son propre neveu pour qu'il puisse assurer toute la sécurité du Maroc. Il ne va pas durer longtemps, je crois, même pas 1 an. Il va partir et sera remplacé par Lucien Sainte. Mais la libération a eu lieu à un moment très important dans l'histoire du Maroc. C'est pour cela aussi que l'événement va faire des versions. Ils vont être libérés le jour du décès du sultan Moulay Youssef, 17 novembre 1927. Donc ils sont restés quand même combien de temps? 2 mois à peu près, entre octobre et novembre. D'accord. Un mois. Ça va donner des idées à d'autres kidnappeurs. Oui, tout à fait. C'est ce qui s'est passé en 1930. Heureusement, on a le récit de ce monsieur, un Espagnol d'origine basque, qui travaillait à Ouazzam chez une société qui achetait des céréales. Et donc, sur un camion entre Ouazzam et la route de Fqih Ben Salah, avec le chauffeur, il partait acheter des grains à Fqih Ben Salah. Il a un groupe originaire de la Daïch, d'Alujofone, qui va les prendre. Ils vont prendre les deux, le chauffeur et l'ouvrier. Et l'ouvrier, il raconte dans son histoire qu'il va demander, parce qu'il a raconté son histoire à la presse, il va leur demander d'achever son camarade très blessé pour ne pas le faire souffrir. Il l'achève et il l'amène en montagne chez les Ch'touh, comme ils disent, peut-être la même région où étaient cachés les 4 personnages auparavant. Ça fait 3 ans un peu de différence entre les 2 événements. Et est-ce qu'il va être payé, lui? Non, le problème, c'est que c'est un Espagnol pauvre. Il est le neveu de personne. Il est le neveu de personne, personne ne veut s'intéresser à lui. Sa femme va essayer de faire tout l'impossible pour collecter de l'argent pour payer la rançon sans succès. Mais en tout cas, il raconte son arrivée avec ce groupe qui l'a kidnappé. Ils étaient 3, je crois, 3 personnages qui ont réussi à passer entre les mailles du filet des différents postes de surveillance qui étaient sur le Dir avant d'accéder à la montagne, Takzir, Tqsiba, etc. Et Fmla Ansar. Et ils arrivent justement au lieu où campent les résistants venus de différentes régions. Et donc il dit, il raconte lui-même, parce qu'il comprenait la Darija, l'Arabia comme il disait à l'époque, ou l'arabe, enfin ce qu'il croit être l'arabe, et il comprend, donc il arrive à comprendre ce qui se passe. Bien sûr, au début, tous les gens de la dissidence viennent les féliciter de l'événement, ils amènent des têtes de mouton, ils festoient, etc. Et il raconte même qu'il y a eu une sorte de bourse pour l'achat de sa tête. Chacun essaie de payer les ravisseurs pour garder l'otage afin justement un jour avoir le jackpot. Donc son calvaire va durer quelques mois. Je me rappelle plus exactement, ça fait longtemps que j'ai lu cette histoire. Il y a même un chef de résistance qu'on voit apparaître dans les chroniques, Sidi Hussein Temga de la Zawiya Hansal, qui va venir lui-même voir un petit peu l'otage et puis il essaie de le récupérer sans succès parce qu'il ne voulait pas payer. Et pendant ce temps-là, quand même, la presse continue à parler de cet événement. On va essayer, nous sommes en 1930. Et je veux dire, 30, on parle dans l'histoire du Maroc de beaucoup de choses, futilité, alors qu'il y a autant de choses sérieuses, parce que la guerre encore continue, surtout dans le Moyen Atlas qui ne se termine qu'en 1932. Donc Sidi Hussein Temga
Zawiya de la Zawiya Hansa al-Dasker est venu. Quelque part, il était ce monsieur avec la famille qui l'avait kidnappé et pour essayer de le récupérer sans succès. Parallèlement, les autorités militaires françaises, bien sûr, et les autorités civiles ne sont pas indifférentes au sort de ce monsieur, sauf que, bien sûr, ils ne veulent pas payer pour lui sur la caisse de l'État. Il n'est pas français, il est espagnol, il est simple ouvrier. Sa femme a essayé de mobiliser les gens pour collecter de l'argent à payer, etc., sans succès. Mais pour eux, c'est un échec également suite au premier échec. Et donc, il fallait absolument résoudre ce problème. Et bien, c'est là que, les études des chercheurs, les ethnographes, les machins qui essaient de comprendre le fonctionnement d'une société, ils tombent sur un filon comme quoi cette fraction a de la vénération pour un personnage de la famille de Ma al-Aynin et qu'ils le respectent beaucoup et qu'ils n'oseront jamais lui dire non. Et on fait venir ce personnage de Changit et il va traverser la Mauritanie et il va traverser tout le Sahara, tout le Haut-Atlas, le Moyen-Atlas pour arriver sur place et bien sûr, par respect à ce personnage, les gens le connaissaient, le vénéraient, il avait une bonne aura, on va leur donner l'otage et il le ramène chez les militaires. Pourquoi le Ma'alaïn fait ça? C'est pas Ma'alaïn, c'est un descendant. Parce que, tout simplement, on lui demande. Déjà, la Mauritanie, à ce moment-là, nous sommes en 1930. Je veux dire, les Espagnols ne sont pas encore rentrés au Sahara. Ils étaient encore sur la côte, la route est libre, il n'y a pas de problème. Mais il habitait en Mauritanie. Mais peut-être qu'il avait des relations avant 1912 avec les tribus, parce qu'on sait que Ma'alaïn, ses enfants faisaient beaucoup de navettes, Marrakech, Fès, etc. Et ils étaient très connus. On a des traces un petit peu de leur passage chez Mohamed Khnifra, qui les recevait pendant leur transit, les différents qaïds. Et bien sûr, vu son statut religieux de marabout, il était très respecté. Donc peut-être aussi, il y avait des fractions un petit peu, qu'il y avait un lien direct ou indirect, puisque on a des traces un petit peu de quelques Zawiya installés dans le Moyen-Atlas ou le Haut-Atlas à la fin du 19e, qui ont une relation directe ou indirecte avec Ma'alaïn, comme cette famille des Bassiri qui sont originaires justement de Changit, mais qui ont installé leurs Zawiya à côté de Bni Mellal. D'ailleurs, il existe encore toujours. Mangin a brûlé leurs récoltes, il a coupé leurs arbres, etc. en 1913. Ils ont suivi la voie d'Arqawiya, la voie de Mokhtar Soussi. Mokhtar Soussi, on parle en long et en large, parce que justement, ils étaient originaires de Changit, mais ils étaient dans la voie d'Arqawiya, la voie diffusée par le propre père de Mokhtar Soussi dans l'anti-Atlas, dont on trouve les ramifications. Donc le fait que ce personnage ait de l'aura est quelque chose de normal. Non, qu'il ait de l'aura, je comprends, mais qu'il la mette au service de la libération de quelqu'un pour lequel ils doivent traverser tout le Maroc, je suis surpris. Oui, moi aussi je suis surpris, mais en tout cas... Qu'est-ce qu'il a gagné, quoi? Il a gagné, il rend service. Il va à Raqabatin peut-être. Bon, je veux dire, c'est un Roumi, mais en tout cas, on lui demande de rendre ce service. Non, mais c'est peut-être pour des raisons humanitaires. Hein. Juste, je cherche à les identifier. Il y a toutes les raisons, mais n'oublions pas, nous sommes en 1930. La Mauritanie est déjà contrôlée à 100% par les Français. Donc là, il vivait en Mauritanie. Il était probablement en bon terme avec les autorités françaises ou en mauvais terme, peu importe, mais au moment où on lui demande de leur rendre service, ce service gratuitement, etc., vous pouvez imaginer le voyage, combien de temps il a duré. Pendant que l'Espagnol... Traverser le Sahara, c'était pas un problème. Les Espagnols n'y étaient pas encore, nous sommes en 1930, ils étaient encore sur la côte, donc il n'y a pas de problème. Mais ils traversent des zones où il y a encore de la résistance et ils passent tranquillement sans aucun problème. Personne ne le moleste, personne ne l'arrête, personne ne lui coupe la route, personne ne le vole, parce que justement, il est de la famille de Ma'alaïn. Comme un autre membre de la famille était encore dans le Souss, le frère de Ahmed El-Hiba, Mustafa Mrabbi Herbou, donc il a le sauf-conduit. Il passe chez les Haït Atta, il a le sauf-conduit, il n'y a pas de problème. Il traverse le Haut-Atlas, il arrive jusqu'au Moyen-Atlas pour libérer ce monsieur, et il redescend par la plaine. Après, je ne sais plus, il s'est reparti ou il s'est installé quelque part. Mais vous voyez un petit peu entre les premiers qui ont été libérés suite au paiement d'une rançon. Et je crois que notre grand professeur Mohamed Shafiq s'est inspiré de ce fait divers pour écrire un texte. Ça me revient à l'esprit pour écrire un texte. Il a imaginé une sorte de récit de ce moment. Ça me revient en tête que j'ai déjà lu un texte. Roman ou récit. Récit dans un livre ou un truc comme ça. Je crois qu'il relate. Donc l'Espagnol rentre chez lui? Oui. Et il rentre à Ouazzam. En bon état. En bon état, et amaigri bien sûr, mais en bon état. Et puis on organise des kermesses et des moments de pétanque avec lui. Et il reprend son travail d'ouvrier chez la grande entreprise Mazula, qui a une longue histoire au
Maroc avec ses sociétés de camions, d'achat des céréales, les fermes qu'il a obtenues dans la plaine de Tadla et beaucoup d'autres choses, transport militaire, etc. Ben merci Mustapha pour ces 3 faits divers, qui sont plus que des faits divers, parce que comme souvent d'ailleurs c'est le cas pour les faits divers, permettent de jeter un éclairage sur une période, de donner la couleur d'une époque, de comment ça marchait, de ce qui se passait, de comment on réglait les problèmes, et comment l'impact qu'ils ont eu. C'est des affaires dont on a beaucoup parlé, j'imagine, dans la presse. À l'époque, oui, mais en tout cas, l'intrigue pour moi, elle demeure totale. Quelle intrigue. Ah bah, comment ces gens-là savaient que ces gens sont importants pour demander une somme colossale? Ben, j'imagine que c'est leur look, non? Vous savez, quand Hamou... Tu sais, les pirates, enfin les corsaires, faut dire pirates, quand ils prenaient des otages sur les mers, il y avait des gens qui étaient... Par exemple, Cervantes raconte que les riches se déguisaient en pauvres sur les bateaux pour pas exciter la convoitise des kidnappeurs. Oui. Donc il y avait des gens qui étaient experts en essayant de repérer de quel milieu social tu viens. Donc j'imagine que la comtesse, là, qui était la copine du président de la République, et la veuve... La baronne, j'imagine qu'elle n'était pas habillée en prêt-à-porter, quoi. Oui, mais je veux dire, quand on kidnappe l'Espagnol après, on fait pas de distinction entre le riche et le pauvre. Mais ça, c'est une erreur de casting, ça, parce que lui, si c'est un ouvrier, espagnol. Oui, mais un Européen, c'est un Européen pour eux. Je veux dire, espagnol, français, peu importe, mais en tout cas, ils ont appris en l'occurrence qu'un Européen, c'est pas un Européen. Ça a de la valeur. Non, comme Hamou, après le Hri, prend beaucoup surtout pour les cadavres, pour comprendre les grades, pour essayer de détecter quel est le grand chef, il fait appel à Bouhaou Saïd, qui a eu déjà l'affaire de la bataille d'Oqsiba, qui a défait Mangin, qui connaît rien. On lui demande de les aider à identifier, etc., etc. Ouais. Mais en tout cas, même peut-être... Ahmed El-Mansour fait pareil sur le champ de bataille pour identifier le roi Sébastien. Le cadavre du roi Sébastien. Oui, il fait appel à des soldats, etc., pour essayer de reconnaître. Portugais. Oui, tout à fait. Ouais. Portugais. Bien sûr. Mais là, pour moi, mon avis, à l'intrigue, il y a les intrigues d'un scénario extraordinaire, parce que moi, je soupçonne que les gens qui n'étaient pas contents de Steg, ils ne veulent pas d'un civil au Maroc, ils veulent un militaire. Et c'est des élites marocaines. J'ouvre la vanne aux interprétations. Bon, écoute, on va laisser cette porte ouverte à l'interprétation des élites marocaines qui auraient mis leur main là-dedans. Mais pourquoi ils voudraient pas d'un militaire? Pourquoi ils voudraient pas d'un civil, pardon? Ils veulent quelqu'un à Pagne, parce que Lyoté est parti, Pétain est parti, Steg est un général comme chef des armées. Pour les gens qui espèrent une main de poigne pour en finir classe avec la résistance qui continue quand même à espérer à renverser la vapeur. Non, mais ça, c'est les élites françaises, pas marocaines. Mais même les élites marocaines. Elles veulent une main de poigne. Oui, ils veulent qu'on en finisse avec leurs propres frères, ces bougres qui ne comprennent pas que la partie est perdue d'avance. Donc ils auraient vendu le neveu, donné son itinéraire et ourdi ce complot. Par exemple, tu me prolonges là. Quand le président Millerand de France arrive au Maroc en 1922, Lyoté ne le fait pas passer par la route impériale face Marrakech. Ça, c'est une grande intrigue. Quand le président arrive, il arrive à Casa, il fait Jdida, Asfi, Marrakech, Rabat. Il fait même pas swab de venir à Rabat. D'abord, saluer le sultan au palais à la capitale. Et pour éviter de le faire passer par cette route face Marrakech, qui est restée insécurisée jusqu'en 1932, ils n'étaient pas sûrs. D'ailleurs, après les régions de montagne, ils sont restés des zones militaires jusqu'en 1950. Qu'est-ce qu'ils foutaient sur cette route, les Français? Non, les Français savaient que c'était pas encore sûr. Oui. Mais normalement, la plaine est sûre. Normalement. Elle est sûre, il n'y a pas de problème. Elle est conquise, il y a plein de postes militaires, etc. Mais pour utiliser l'axe routier aujourd'hui qui se trouve entre Fas et Marrakech, qui passe par Blimla al-Khnifra, c'était très risqué, justement. On a gardé ces zones militaires jusqu'à l'indépendance parce qu'il fallait une permission pour circuler dedans que pour les Marocains ou pour les Français. Donc, c'est quand même, et je vous dis, même le Lyoté n'a pas osé faire passer le président de la République française, Marrakech Fès, parce que justement il n'était pas sûr. Pourtant, en même temps, on organise des opérations militaires dans le coin. Et le président Itatem Hadid, à côté d'Azrou, deux armées en train de conquérir Qsiba et Qbab en mai 1922. Merci pour ce simple fait divers qui s'ouvre de façon surprenante en fin de podcast sur une possibilité de complot qui date d'un siècle, donc difficile à démentir ou à confirmer. En tout cas, merci pour ce tableau fascinant du Maroc de 1920. Mustapha Kadeli, salut. Merci beaucoup. Le
Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.